Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Plein Potentiel. Mon nom est Francis Lapointe. Merci encore une fois d'être à l'écoute. Pour un deuxième épisode consécutif, le podcast vous est présenté par la compagnie Clean qui offre des essuie-tout réutilisables avec vraiment des formats différents et des designs pour tous les goûts. Quelques informations sur cette entreprise québécoise. Eh bien, sachez premièrement que un seul essuie-tout réutilisable peut remplacer jusqu'à 17 rouleaux d'essuie-tout réguliers. Aussi, les essuie-tout sont faits à 100% de fibres naturelles. Vous pouvez les mettre aussi jusqu'à 300 fois à la machine à laver. Et en plus de tout ça, là, après tout ça, quand vous avez terminé avec l'essuie-tout, elle est compostable en 28 jours. Donc, en tant qu'auditeur du podcast, un petit cadeau pour vous, vous avez droit à 10% de rabais sur la boutique en ligne. Donc, c'est sur le clean.co et le code promo est podcast-FL, le tout en majuscule. Aujourd'hui, pour cet épisode 21, j'ai reçu Paul Dubé, ex-boxeur professionnel qui a combattu avec ses poings tout au long de sa carrière et il a aussi combattu récemment, malheureusement, un cancer dit incurable. Bien qu'on dise qu'il a combattu le cancer actuellement, malheureusement, c'est un cancer qui ne se guérit pas. Donc, il est en dormance, en fait, en lui en ce moment. Donc, Paul qui vit au maximum, là, au maximum à chaque jour en ce moment. Donc, aussi, au niveau de ses projets personnels, Paul est aussi l'animateur du podcast Pas de gants blancs. Donc, podcast que je vous recommande absolument sur l'univers de la boxe, des nouvelles, des scoops. Je vous le recommande. Et Paul aussi là, multiplie différents rôles à la télévision et au cinéma dans les derniers temps. Donc, il est très occupé. Merci d'avoir accepté l'invitation, Paul. Durant le podcast, on a parlé tout d'abord de son enfance, où il a grandi, comment il a grandi. On a parlé évidemment de toute sa carrière professionnelle, aussi de préparation physique pour un combat, qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui. Le thème de l'adversité est revenu quelques fois aussi là, durant le podcast. Bien sûr, son diagnostic de cancer qu'on a discuté pendant un certain moment et comment il a réagi à ce diagnostic-là et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, podcast assez varié et très content d'avoir reçu Paul Dubé sur le podcast. Je te remercie encore, Paul. Et je remercie aussi le studio thématique de nous avoir prêté un local pour enregistrer l'épisode. Avant de vous laisser avec le podcast, simplement vous rappeler que j'offre des services de consultation en psychologie de performance. Donc, si vous avez besoin de travailler votre aspect mental de la performance, je peux vous aider à ce niveau-là. Donc, que ce soit au niveau de la gestion, de la pression, aussi gestion des émotions en général. Donc, c'est de quoi que je peux travailler avec vous. On peut aussi vérifier au niveau de la confiance en soi, comment avoir une meilleure confiance. Je peux aussi voir avec vous comment fixer des bons objectifs, avoir un plan au niveau des objectifs et un plan au niveau de l'entraînement mental. Et j'utilise des techniques approuvées en psychologie sportive au niveau de la recherche et au niveau de la clinique. Donc, que ce soit de la visualisation, de la fixation d'objectifs, travailler le discours mental, tout ça et beaucoup plus, là, aussi des techniques de relaxation qui peuvent être très utiles dans différentes situations. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter via mes différents réseaux sociaux qui se retrouvent dans la description de ce podcast. Finalement, avant de vous laisser, simplement vous rappeler que le podcast Plein Potentiel est en diffusion sur le radio h2o.ca toutes les semaines, en fait, les dimanches à 9h et les lundis à 14h. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec le podcast d'aujourd'hui. Bon épisode. Good! Salut Paul! Salut! Merci d'être là sur le podcast. Je suis vraiment content de t'avoir. Première chose que je voulais parler, en fait, c'est de ton show Pas de gants blancs. Oui. Ça fonctionne bien. Sérieusement, vous avez atteint les 1000 abonnés sur Facebook, je pense déjà. Fait que on dirait qu'il y avait un besoin au niveau d'un show, d'un podcast ou whatever sur la boxe parce que les gens semblent être à l'écoute pas mal.
Ben écoute, c'est une belle surprise. On est à notre 6e émission et puis ça va être la 7e aujourd'hui, 7e ou 8e. Et puis on a un beau follow-up, c'est le fun. On fait quelque chose de différent aussi, c'est que, tu sais, Pas de gants blancs décrit bien un peu où ce que ça va emmener. Patrick est plus sérieux que moi, ou il est plus intellectuel, si on veut, mais moi, c'est plus ma saveur de, tu sais, j'ai boxé, puis je vais dire les termes comme je les vis, je les sens, je les vois. Tu vas puncher avec tes paroles comme tu as punché avec tes poings. Hein. Exactement. Ouais. Mais excellent show, sérieusement, parce que moi, en tant que... Je suis pas un gars qui écoute la boxe du tout, mais j'ai écouté 2 de vos shows jusqu'à maintenant, puis vous réussissez à m'intéresser pareil, puis à transmettre en fait votre passion. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que si les gens à l'écoute aiment la boxe ou ont le goût de juste découvrir un show sur la boxe puis d'en apprendre plus, ben je leur conseille d'aller écouter Pas de gants blancs. Là. Vraiment très bon show. Merci beaucoup. Merci. Grosse entrevue aujourd'hui. Là, je voulais... qu'on commence en fait, là, toi t'es un ancien boxeur professionnel, oui. Mais j'aimerais ça qu'on commence avant ça, donc ton enfance, où t'as grandi, quel genre d'enfance t'as eu, parce que j'ai lu en fait, là, je sais que tu dis que t'as eu une enfance un peu difficile dans un environnement peu hospitalier, donc c'était quoi cet environnement-là, puis c'était quoi ton enfance? Là? Ben, j'ai grandi à Saint-Michel, après ça à Saint-Léonard, puis à la toute fin à Ville-d'Anjou. Mais, tu sais, en étant plusieurs enfants, ma mère était avec son deuxième mari, et puis c'est une super bonne personne, et puis on manquait pas de rien, mais disons qu'on manquait pas de ce qu'on voulait avoir. On manquait de ce qu'on voulait pas avoir, dans le sens que, tu sais, la qualité ou les choses comme ça. Donc, tous les enfants étaient demandés à aller travailler, okay. À joindre, à emmener de l'argent à la famille, et puis c'est sûr, certain, tu sais, je veux dire, on n'était pas ses enfants génétiques, donc c'est normal que, en quelque part, on mettait la main à la pâte, puis tu sais, moi, j'avais 12 ans, par exemple, mais là, 12 ans, le matin, je lisais 80 journaux, j'avais 2 sacs qui étaient plus gros que moi, plus pesants que moi. Le soir, je revenais de l'école, puis j'allais passer faire les livraisons avec dans ce temps-là, on avait les bicycles, les gros bicycles avec les cages en métal à l'avant. Le bicycle était trop pesant que je mettais 2 caisses de bière. Fait que ça levait comme ça. Puis la dame, je me souviens, elle avait mis des poids à l'arrière pour que ça stabilise, tu sais, mais été comme l'hiver. Fait que là, j'étais dans la rue, tu sais, puis je faisais mes livraisons, puis à un moment donné, ben, je me faisais accrocher par les petites gangs du bout, puis je mangeais des volets pour donner l'argent. Puis là, ben, à la maison, j'arrivais, je me faisais encore chicaner ou manger de voler parce que j'avais pas amené l'argent. Fait qu'à un moment donné, je passais toujours devant un club de boxe à Ville-d'Anjou, qui s'appelle Club de boxe Club de boxe Anjou, excuse-moi, dans l'école chez lui. Et puis, je me mettais dans la porte, puis là, je regardais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, le coach de la place, il me dise « Ça te tente pas de rentrer? Ça te tente pas de venir d'essayer? » Au lieu de... Tu sais, ça faisait plusieurs fois qu'il me remarquait. Puis ça a débuté de là. Fait que t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? 12 ans et demi. OK, crime. Fait que ça a commencé quand même tôt, là, le goût de boxer, puis... T'avais-tu une colère en dedans ou c'était-tu une façon vraiment de justement te défouler de ce qui arrivait à l'extérieur? Tu sais, moi, j'ai 8 sœurs, hein, puis un autre frère, puis sauf là-dedans, c'est que pas que j'ai une discrimination contre l'homosexualité ou des choses comme ça, mais à un certain point, on peut-être pensait que je m'en allais de ce côté-là par rapport au fait que, tu sais, mes sœurs étaient toujours en train de me peigner, m'habiller propre. Il fallait que je fasse attention à tout. Puis à un moment donné, c'est justement quand la colère a sorti par rapport à ce que je me faisais brasser dans la rue, puis j'étais tout petit, j'étais tout frêle, là, j'ai commencé à boxer, écoute, à 135 livres. Fait que j'ai juste explosé et puis ça devenait encore plus fâchant parce que là mes parents ils acceptaient pas que je boxais et puis ils allaient au gymnase puis dire à l'entraîneur mais là avec des plus gros comme ça va le décourager puis je réussissais toujours à venir qu'à avoir le dessus en bout de ligne sur les plus gros. Fait que ça m'a encouragé à continuer. Ouais, ça a eu l'effet inverse que tes parents voulaient, en fait. Là. Exact. Mais, OK, fait que t'étais un peu victime de discrimination. Ben, pas de discrimination, mais tu te faisais intimider parce que peut-être tes sœurs s'occupaient de toi puis t'avais une belle allure, c'est ça? Ben, disons, oui. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais quand même un jeune réservé puis j'étais toujours... dans mon coin, puis là, à un moment donné, ben, le milieu artistique m'a toujours intéressé parce que c'est drôle, mais tu sais,
j'ai fait des imitations de Corey Hart, puis là, je gagnais ça au 13e ciel dans le temps, puis après ça, ben, tu sais, ça a continué, ça grossissait, fait que là, je devenais une petite coqueluche, puis à travers les combats de boxe, ben là, j'ai été champion du Québec des gants dorés, qu'on appelle 5 fois de ligne, fait que là, à l'école, les gens commençaient à savoir, tu sais, puis ça en parlait, puis... Les gens t'appréciaient pour ça, puis en même temps, tu devais prendre confiance toi aussi là, à chaque fois que tu gagnais, puis à chaque fois que... Même en t'entraînant, en fait. Là, ça... Ah, ben c'est sûr que graduellement, mais avec l'entraînement également, mais c'est sûr que, tu sais, puis je veux dire, moi, j'étais pas un boxeur de finesse, j'étais pas un beau boxeur, j'étais un boxeur qui avait 2 mains lourdes, qui frappait fort, puis ça, ils l'ont développé de plus en plus. Fait que c'est certain qu'à un moment donné, j'avais plus que confiance même. Ouais. Over-confiance, là. Ben, disons, tu sais, quand tu sais que tu fais mal avec un coup de poing, tu penses pas nécessairement de la même façon, tu sais. Ben, est-ce que justement ça t'amenait à peut-être essayer plus de te défendre quand tu étais dans la rue ou quand tu te faisais écœurer ou à aller peut-être à chercher le trouble un peu ou Jamais cherché le trouble. J'ai jamais eu ce tempérament-là. OK. Mais s'il était là, j'étais là. OK. C'était plus ouais, tu te défendais ou tu défendais les gens qui se faisaient écœurer, là? Ben, effectivement. Puis surtout, tu sais, j'ai toujours eu comme principe qu'une femme, ça se fait pas brasser. Puis, tu sais, j'arrive d'une famille comme ça, que ma mère elle s'est fait brasser par son ex. Puis, pour moi, c'était inconcevable. C'est les souvenirs que j'ai à 3 ans là, que je vois encore. Tu vas me dire que les gens vont dire à 3 ans, 4 ans, tu t'en souviens pas. Je peux vous dire que si ça a marqué, tu t'en souviens. Ouais, c'est clair. Puis, il y a eu, avant de parler de la boxe, il y a eu un détour par la prison. Ça, je sais pas c'est vers quel âge, là, en fait. Je pense que tu boxais déjà à ce moment-là. Oui, je boxais. Début de l'âge adulte ou... Oui. C'était... Justement, c'est arrivé parce que je faisais les deux conjointement. Moi, je suis parti chez moi jeune. Là. Je suis parti chez nous à 15 ans et demi, près de 16 ans. Okay. Puis, j'ai commencé à travailler dans les clubs à cet âge-là. Mais tu sais... j'étais engagé comme boss boy, puis 2 semaines après, j'étais doorman parce que je faisais plus la job du doorman que le doorman. Fait que, à un moment donné, ils m'ont transféré au Super Sex. J'avais commencé dans l'Est, à l'Empire du Sexe, après ça, l'Étincelle. Puis c'était les mêmes propriétaires qui avaient des parts dans le Super Sex. Fait qu'ils m'ont transféré au Super Sex. Puis encore là, ils m'avaient mis comme boss boy. Et puis, 2 semaines, 3 semaines après, j'étais rendu doorman. Mais tu sais, à 16 ans, tu fais 800 $ par soir dans ce temps-là. 4 soirs par semaine. Tu vires. Tout change, là, ta mentalité, ta façon de penser. Il n'y a plus grand-chose d'important. Puis ça t'a amené à avoir peut-être des troubles. Puis je pense... ce qui t'a amené à la prison, je pense que c'était des voies de fait, c'est ça? Oui, ben là, c'est ça. J'ai commencé à être recruté par les gangs de rue ou ben non, les motards. Puis, tu sais, j'ai jamais voulu appartenir à personne, mais j'ai tout le temps travaillé pour que ce soit les Irish, les Italiens, ces choses-là. Fait que, à un moment donné, oui, effectivement, je me suis fait prendre, puis j'ai été en prison. Puis ce qui est drôle avec ça, c'est pas vraiment drôle, mais dans le sens, c'est que c'est une drôle d'anecdote, parce que j'étais en prison, puis j'avais la permission de m'entraîner pour aller faire un combat au Casino de Montréal. Fait que moi, ils m'ont emmené au casino, c'est Charcoal. Je me suis battu, j'ai knocké mon gars, puis je suis ressorti encore sur Charcoal. Fait que, tu sais, Dino Clavet, il venait toujours m'entraîner à pauvre Dino, que je respecte plus que n'importe quoi d'avoir fait ça. Puis, tu sais, à ce moment-là, je réalisais pas, mais vraiment de savoir humilier, à venir à tous les jours pour m'entraîner, pour essayer de me mettre dans le droit chemin. Je trouve comment ça s'humilier? Ben, à mes yeux, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui devait avoir une grosse fierté, là. C'est peut-être plus par respect ou par amour propre, parce que c'est un gentleman, c'est un bon gars. Parce qu'il était pas fier que tu sois en prison puis que tu aies dévié du droit chemin, en fait. Définitivement. Ouais. Je veux dire, c'est... Pour moi, peut-être même je l'aurais pas fait, tu sais. Je me mets à sa place, puis tout respect à lui. Il essayait pour 2, si on peut le dire. Ouais, si on va regarder ça comme ça. Fait que tu t'es battu, puis je pense que tu es revenu en prison un peu comme un champion après ce combat-là. Là. Les autres détenus, ils avaient vu le combat, je pense. Oui, il avait eu le droit, il avait eu la permission d'écouter le combat. Et puis justement, quand je suis revenu en dedans, ben là, c'était comme l'euphorie. Là, c'était la grosse affaire.
Puis t'as eu une carrière de... T'as fait 11 combats professionnels, je pense? 11 ou 13, là, c'est assez nébulé parce que disons que j'étais pas assez sérieux. Fait qu'il y a des un ou deux que j'ai perdu que j'ai oublié. Mais tu disais tantôt que t'avais un style un peu non conventionnel. Là. Tu frappais fort, mais peut-être pas nécessairement... tu misais pas sur la technique, si on peut dire. Exactement. Est-ce que tu penses que ça pouvait t'avantager lors de certains combats? C'est certain que si j'avais un technicien devant moi, mais ça faisait pas nécessairement un beau combat par rapport à ce que il essayait de jouer de tactique, puis moi, j'essayais juste de le défoncer. Tandis que quand j'avais un bagarreur, c'était 1 à 1 dans le sens où on s'en donnait, puis le premier qui tombe, puis that's it. C'était un peu comme ça que je fonctionnais. Tu avais avantage peut-être avec les bagarreurs, puis t'es ramassé. Ouais. Puis il y a un combat qui a été un peu marquant contre Alain Bonamy. En fait, combat il a fallu que tu descendes de 2 catégories de poids, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais à 190 livres et puis Yvon Michel m'a approché pour faire une finale au Centre Pierre Charbonneau. Et puis à 168 livres, je me souviens bien. Puis... ça, c'est quand même dangereux, là, même de perdre autant de poids là, en si peu de temps. Là. Ben écoute, j'avais fait un dry-out avant de peser. Croyez que là pas, j'ai passé 6 heures dans le bain vapeur au Polar Bear Club pour perdre mes dernières livres. J'étais tellement faible, j'étais tellement déshydraté. Tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, j'avais un coach au multisport qui s'appelait Gilbert, puis il m'avait pris ma masse musculaire, tu sais, mon taux corporel, tu sais, il était à 169 livres. Là, il me demandait de me battre à 168. C'est complètement dérisoire. Tu sais, je veux rien enlever à Alain. Là. Alain, il a gagné le combat. Mais l'histoire là-dedans, c'est que j'avais pas l'affaire là. Tu sais, mais il y avait une belle promesse en bout de ligne, c'est que si je gagnais, ben là, je me battais en championnat contre Eric Lucas. Fait que c'est sûr que c'était avantageux, puis c'était intéressant. C'est plus ça qui t'a motivé à faire ça, là. Effectivement. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est quand même fou, là, parce que déshydrater 6 heures dans le bain vapeur, tu sais, ils disent souvent en plus quand tu vas dans un sauna ou dans un spa de boire beaucoup d'eau, mais toi, t'es allé là précisément pour perdre du poids. Faire l'inverse. Tu pouvais pas boire d'eau, mais après, en plus, il faut que tu te battes. Fait que... Ben, c'est pas la même journée, c'est le lendemain. Tu sais, j'avais quand même le temps de me réhydrater, mais tu le sais comme moi, là, comment est-ce que la génétique, quand tu as surcharge après, puis que tu as fait une déshydratation, ton corps fait juste travailler à l'inverse. Là, tu te bats contre ton corps. Fait que ça me donnait rien d'une manière ou d'une autre. J'étais voué à perdre. J'étais perdant. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu te battais pas contre Alain rendu là, tu te battais contre toi-même. Là, tu sais, ben, je peux te dire que même à peser, tu sais, je me battais contre moi, effectivement, juste essayer de rester debout, pas rester, pas tomber d'un vape. Tu sais, je veux dire, les gars faisaient ça. Dans notre temps, on faisait plus ça. Maintenant, aujourd'hui, ils sont mieux encadrés, ils ont plus de professionnels alentour. Moi, c'est la façon que j'avais connu de faire. Ouais, les temps ont changé. Là. Oui. Puis, ben, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la boxe en général. Puis une de mes questions, c'était quoi que tu considères vraiment le plus difficile dans la préparation pour un combat? Rester sérieux. Rester sérieux? Rester sérieux. Dans la mon discipline. cas, la discipline. Ouais. Ben oui, parce que tu sais, j'ai eu une vie parallèle, moi, tout le long que j'ai boxé. Fait que j'étais gâté extrêmement d'un côté, puis de l'autre côté, mais tu sais, il fallait que je sois vraiment pas autoritaire avec moi, mais je veux dire discipliné. Et puis, un allait pas avec l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire, une vie parallèle? Tu faisais... Ben, je faisais beaucoup d'argent à travailler dans un club, puis je faisais beaucoup d'argent à collecter pour les gars. Fait que, en quelque part, ben... Tu sais, je veux dire, des fois, dans la semaine, j'avais fait plus que qu'est-ce que j'étais pour faire en 3 mois ou 4 mois d'entraînement pour un combat. Fait que, pour moi, il y avait plus ou moins d'intérêt là. Puis dans ce temps-là, ils donnaient pas les bourses qu'ils donnent aujourd'hui, mais tu sais, quand tu te bats pour 100$ par ronde ou 150$ par ronde, puis tu fais un 6 rounds ou un 8 rounds, tu sais, il te reste 1000$, là, faut que tu payes ton impôt, faut que tu payes ton entraîneur. Il te reste quoi? C'est dérisoire. Okay. Tandis que, tu sais... Tu faisais plus d'argent sur le side en faisant autre chose. Ben oui. Moi, il y a de quoi que je me demande avec la boxe. Tu sais, je me demande, est-ce qu'il faut être en colère pour se battre? Est-ce qu'il faut être en colère pour faire de la boxe? Parce que c'est quand même d'aller recevoir des coups, s'en donner aussi, là, mais... Est-ce que c'est un mindset que tu avais besoin d'avoir pour avant un combat? Moi, je pourrais te dire qu'à la base, a priori... un boxeur doit avoir une certaine haine à l'intérieur de lui. Il y en a qui l'ont fait sans vraiment
l'avoir et ils l'ont fait plus par passion ou par... ils ont été amenés là indirectement. Sauf que ça n'a pas nécessairement toujours réussi. Ils ont eu un certain succès. Puis après ça, ça a clinché parce qu'ils ne figuraient pas là. Tandis que si tu te bats avec un moindrement... Puis ça, c'est mon opinion, là, mais si tu te bats moindrement avec un peu justement de haine et de désir de vaincre, tu as une meilleure chance de t'y rendre. Sauf que faut que ça soit bien géré, bien canalisé, parce que tu peux pas... si tu rentres pour boxer parce que tu es juste haineux, au lieu de pratiquer l'art, parce que la boxe, même malgré que deux gens vont penser là, que c'est deux gars qui se frappent sur le nez, mais c'est pas juste ça. Il y a une tactique, il y a une technique. Il y a de la préparation. C'est pas pour rien qu'on s'entraîne dans le gymnase pendant 3-4 mois pour avoir une répétition de séquence de coups de poing, pour avoir des façons de passer le jab ou le crochet pour que on soit capable de contrer l'adversaire. Mais sauf que moi, a priori, je pense que oui, ça t'en a besoin un peu, mais faut pas que ça soit uniquement ça. Faut qu'elle soit bien canalisée aussi, en fait. Là. C'est ça que tu dis, c'est de... Si t'arrives à un combat puis t'es juste incapable de contrôler ton niveau de colère, ton intensité de colère, tu vas te battre tout croche puis tu respecteras pas ton plan. Là, parce que vous avez souvent des plans aussi au niveau des combats. Là. Dépendamment de l'adversaire, tu vas arriver avec une approche différente d'un autre adversaire. Ben, tu sais, c'est aussi banal qu'un combat, tu sais, gars, comme Jean-Pascal est redevenu champion du monde là, dernièrement. Et puis, incroyable. Stéphane Larouche lui a emmené justement à se canaliser, tu sais, à dire répète le premier round pour que ça fonctionne et non qu'il parte dans une bataille qu'il aurait été perdant. C'est un peu un jeu ou un peu... Ben, un jeu, c'est pas un jeu, parce qu'on joue pas à la boxe. Là. Ça, je devrais retirer ça, mais c'est plus une question de... C'est le seul sport qu'on joue pas, en fait. On se bat. Effectivement. On boxe. Puis, ça peut avoir des conséquences très dangereuses, là, mais... c'est vraiment... Quand tu as un plan de match établi, c'est pas pour rien, il faut que tu le suives à la lettre. Et puis... advenant qu'il ne fonctionne pas, mais il est supposé avoir un plan B. Fait que, tu sais, faut pas que tu perdes, justement, juste par rapport à l'agressivité. Faut que tu sois capable de jouer, de simuler entre les deux. Ouais. Puis à un autre niveau, à l'inverse, tu disais tantôt aussi que ça prend quand même une certaine haine. Peut-être que si tu n'as pas cette colère-là ou cette haine en dedans de toi, tu t'offres pas, comme tu disais, parce que, justement, tu vas voir que c'est tough, là. Puis cette haine-là peut te permettre de continuer peut-être au travers des défaites, des combats plus tough. Ben, d'avoir du chien dans la vie, là, que ce soit dans n'importe quoi. L'adversité, en fait. Exactement. Que tu sois capable de te relever parce qu'aujourd'hui, je crois que chaque être humain a des batailles, que ce soit n'importe quelle sorte de bataille, mais au bureau, avec leur femme ou... à un moment donné, quand tu trébuches, la plus belle qualité d'un être humain, que ce soit un homme ou une femme, c'est de pouvoir se relever puis de continuer. Fait que oui, la boxe, je pense que tu as un avantage avec ça quand tu l'inculques un peu plus, mais ou un sport de combat, là, pas nécessairement juste la boxe, mais un sport de combat. Puis à partir de là, tu es capable de performer un peu plus dans la vie, tu sais. C'est un sport quand même, tu l'as dit, c'est un sport qui est dangereux, puis on l'a vu récemment avec Adonis Stevenson qui commence à mieux aller, en fait, là. Donc, mais en tant que boxeur, est-ce que c'est des choses qui vous passent par la tête, ce risque-là, ou vous y pensez pas vraiment? Ben, c'est des choses que tu y penses, surtout quand tu vois quelqu'un que ça l'arrive, mais je veux dire, c'est plus par rapport un peu comme moi, je te portais à y penser un peu plus par rapport à ce que je savais que je trichais. Je savais que je n'étais pas tout à fait honnête dans mes entraînements, puis ça le nuit énormément à ma carrière, parce que je t'ai avoué une belle carrière, puis je l'ai complètement scrappé. Mais tu sais, en quelque part, je suis pas gêné, parce que si à l'inverse, tu regardes ce que ça m'a amené à vivre, ou ce que ça m'a amené à être comme être humain maintenant, mais je referais toutes les mêmes choses demain matin. Qu'est-ce que ça t'a amené à être comme être humain maintenant? Ben, simplement d'être humain, d'être une meilleure personne, d'être attentif à l'autre, de pouvoir être capable de donner sans penser à recevoir ou
C'est ça. C'est simplement d'être humain, parce que j'étais vraiment pas parti dans la bonne direction. Puis quand tu essaies d'avoir le spotlight pour toi, puis de prendre tout ce qui vient avec, ben, définitivement, tu vas trébucher. Mm-hmm. Puis, ce qui t'a amené aussi, en fait, tu dis que tu as eu un diagnostic de cancer v'là quelques années. Puis ça, tu dis que ça t'a amené aussi à devenir une meilleure personne, puis à être... en fait, tu dis que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. C'est définitivement la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est triste, mais ils m'ont fait un diagnostic de cancer incurable des lymphomes non-Hodgkiniens. Dans les Hodgkin, tu as 13 sortes de cancers. Tu en as 12 qui se traitent plus ou moins bien. Et puis, tu en as un qui est incurable. Puis, j'ai eu la chance de n'avoir. Puis, je n'ai pas un, j'en ai deux. J'ai deux lymphomes. J'en ai un sur les artères, j'en ai un qui est collé sur la moelle épinière qui essaie de rentrer dans mes os. Et puis, vu que c'est un cancer qui volatile, exactement, là, maintenant, ils ont réussi à l'endormir. Okay. Mais du fait qu'il est appelé à se réveiller, ils ne savent pas où il va aller se loger. Alors, il faut que je vive avec ça, il faut que je m'adapte à cette réalité-là. Puis, je peux te dire que quand tu as une bataille comme ça, ben, tu fais bien des rétrospectives dans ta vie, à voir ce qui est intéressant ou ce qui est important et ce qui ne l'est plus. Là. Mm-hmm. Puis, comment tu as réagi quand tu as eu cette annonce-là? Ah, ben simplement, regarde, parce que c'est drôlement arrivé. Là. Tu sais, en étant boxeur, on est appelé à faire des tests aux 3 mois ou 6 mois pour... puis même si j'avais arrêté ma carrière, moi, j'y allais chez le médecin. Et puis, t'as gardé cette habitude-là? Oui, juste pour savoir même comment la machine fonctionnait, comment ça allait. Puis, à un moment donné, mon médecin me dit... on va te faire prendre des prises de sang. Puis là, l'hôpital Sacré-Cœur m'a appelé. Puis ils m'ont transféré en oncologie. Mais en oncologie, avant, là, ça ne voulait rien dire pour moi. Là. Tu me parlais du poulet frit Kentucky, puis oncologie, là, pour moi, c'était la même chose. Honnêtement, j'étais vraiment sans dessin avec ça parce que tous mes tests avaient toujours été bien, puis tout était correct. Puis là, à un moment donné, le médecin qui est en avant de moi, il me dit « Tout va bien, soyez pas inquiète, vos lymphomes sont indolents. » Raison de plus que j'aurais dû me réveiller. Il disait, on se revoit dans 3 mois. On se revoit dans 3 mois. On se revoit dans 3 mois. À un moment donné, j'allais le voir aux 3 mois. Puis il me disait toujours la même chose. Tout va bien, vos lymphomes sont indolents. Ben là, pourquoi je viens ici? À un moment donné, excuse-moi, mais j'ai sauté 6 mois. OK. Là, j'étais assis à table avec un collègue de travail. Puis je pensais que j'étais en train de faire une crise de cœur. Fait que je dis à mon collègue, là, je dis, regarde, là, il pensait que je faisais une farce, il riait, puis tout, il dit, c'est impossible, t'as jamais été malade, blablabla. Jusqu'à temps que je vire les assiettes à terre, puis je dis, là, je suis sérieux, je vais tomber. Fait que, on se trouvait être sur Wellington, il m'a emmené à l'hôpital Verdun. À l'hôpital Verdun, ils m'ont rentré, puis ils m'ont rentré vraiment là, comme s'ils pensaient que je faisais une crise de cœur. Là. Ils m'ont mis l'aubépine dans le cœur, puis en tout cas, ils m'ont fait un paquet de tests pendant 48 heures. Là, le médecin est venu me voir, puis il dit « Monsieur Dubé, tout va bien, on comprend pas ce que vous avez. » Il n'a pas checké pour le cancer. Ben, il checkait pour le cœur, lui. Là. Non, ben c'est ça, c'est là que je m'en vais. Là exactement, il checkait pour le cœur, lui. Fait que les artères étaient beaux, tout était beau. Là, il me dit, vous allez avoir votre congé. Je dis, ben parfait, je vais m'habiller, puis je vais être bien heureux de m'en aller. Mais là, j'ai dit, avant, là, vous checker avec le Dr. McNugan, il dit, à Sacré-Cœur, parce qu'il me dit que j'ai des lymphomes indolents, puis il me dit, tout est correct. Il dit, t'as une minute. Ça a pris, là, je te dis, ça a pris 10 minutes. Ils ont fait un téléphone. Là, j'étais transféré d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur, de Verdun à Sacré-Cœur. Quand je suis rentré là, tout le monde m'attendait. Là, j'étais comme une star, une VIP. Tu sais, je veux dire, la lit, tout était prêt. Le lendemain matin, je l'ai vu. Puis il me dit, Monsieur Dubé, il dit, vos lymphomes sont réveillés. Ben, je dis, lymphomes de quoi? Ben, il dit, vous avez le cancer, vous avez un cancer stage 4 incurable. Je dis, toi, ça fait 2 ans que tu le sais, puis tu me l'as jamais dit. Ben, il dit, on ne créera pas une dépense dans le système de santé, sachant même qu'on va vous traiter éventuellement. Ça, là, j'aurais pu, selon moi, j'aurais pu poursuivre, j'aurais pu faire des choses assez mesquines, mais j'en ai fait une pareille. J'ai viré son bureau sur lui, puis j'ai quitté. Je me suis poussé de l'hôpital. Puis là, il y a quand même eu un certain manque d'infos, là, tu sais. Il mentionnait lymphome, mais il n'a jamais
donner plus de détails? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça l'implique? J'en ai jamais demandé plus. Tu sais, c'est un peu à... Il faut partager, peut-être. C'est ça. Je pourrais être fâché contre lui, mais honnêtement, c'est moi l'imbécile. C'est quelqu'un dit ça, puis il te fait venir à répétition, puis tu vérifies pas. Ben. Puis là, ben, c'est ça. J'ai quitté, je me suis en allé dans le Vieux-Montréal. Quand on est ici, c'est drôle aujourd'hui de faire cette émission-là, parce que c'est mon château fort, toutes les places, les restaurants, les bars, je sors pas nulle part ailleurs, mais c'est dans le Vieux-Montréal. Ouais. Puis là, c'est ça. J'ai rentré dans un pub ici, et puis j'ai pris une bouteille de vodka au complet. Là, j'ai traversé, je me suis en allé chez un restaurant, un de mes amis. Là, je me suis assis, j'ai pris 2 bouteilles de vin, j'ai commencé à manger. Puis là, je commençais à être chaud, évidemment. Fait que j'ai appelé un ami, puis là, j'ai dit tu peux-tu venir me porter à l'hôtel parce que j'ai pas l'intention de rentrer chez moi. Puis ça, ben là, moi, je savais à ce moment-là qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais me suicider. Fait que c'était fini. Moi, j'attendrai pas 6 mois à dépérir, puis c'est sûr et certain. Fait que là, j'ai acheté une autre bouteille de vodka complète au restaurant. Puis elle est venue. Elle m'a fait faire... Ben, pas fait faire, mais maintenant, je sais pourquoi. Là, parce que pour moi, ça a un sens. Là, mais on a fait 12 hôtels dans le coin qui étaient toutes pleines. Puis la dernière a dit, là, c'est pas ici, je t'envoie chez vous, là. Là, je t'emmène chez vous, je suis tanné. Non, je dis non, ça va être celle-là. Comme de fait, on a rentré. On a eu une chambre. J'ai eu une chambre au 12e étage. Là, je continue à me saouler, à continuer à boire. Puis c'est drôle, comme par hasard, à l'hôtel, il y en avait également. Fait que j'ai continué. Puis là, ben, j'étais comme ça. Ça a duré, je dirais, 36 heures là, que je me suis magané complètement. Puis à un moment donné, ben, je me suis juste levé du lit, sans rien regarder. Puis je me suis garoché dans la fenêtre. Mais quel épais. Ça a pas cassé. Oui, la fenêtre a cassé, oui? Mais il y avait des barreaux. Oh, OK. Alors, pour moi, le fait d'avoir fait tous ces hôtels-là sans le savoir, probablement qu'il y en a là qui n'avaient pas de barreaux, puis ça aurait fonctionné. Puis ben, oui. Fait que là, le système d'alarme est parti, les gicleurs, tout le monde sont rentrés. Là, la police est arrivée, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai été retransféré à Sacré-Cœur, et puis j'ai décidé de me faire soigner à ce moment-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que le mindset a changé, là? Ben, j'ai une croyance pareille, là, de malgré tous les mauvais coups que j'ai faits, tous les le mal à certaines personnes, j'ai tout le temps eu une croyance très ancrée. Puis pour moi, vu que ça n'avait pas réussi, puis j'étais pas décédé, mais il y avait une raison à ça. Puis la raison était que fallait que j'aille jusqu'au bout pour savoir quoi. Puis maintenant, tu dis que c'était une bonne chose dans le fond. Qu'est-ce que ça a changé dans toi, dans ta personnalité ou dans ta façon d'agir avec les autres? Ben, un peu comme je mentionne tantôt, c'est l'humanité. Être complètement différent. Je veux dire, de la méchanceté, pas que j'en ai plus, mais je peux te dire que très rarement, je vais avoir de la colère ou de voir également aussi les choses vraiment d'une perspective différente. C'est que tu peux pas te fâcher pour rien. Tu peux pas te mettre tout le fardeau du monde sur tes épaules. Tu peux pas... Tu sais, toute ta vision, toute ta perspective change. Tout. Fait que pour moi, ça... Puis tu sais, maintenant, ben, c'est ma 4e année. Je fais des levées de fonds. J'en fais 2 ou 3 à chaque année. Je l'ai fait pour Né pour vivre. Je l'ai fait dernièrement pour Procure. C'est important. T'sais, les gens me critiquent, ils me disent pourquoi tu t'associes pas à ton propre cancer. Mais pour moi, là, le message est beaucoup plus fort que ça. Le message, c'est le cancer. Un cancer, là, que ce soit la tête, les testicules, que ce soit tu as le cancer, tu as un cancer. C'est tout. Ça arrête ça là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les levées de fonds sont de plus en plus difficiles parce que les gens savent plus où donner. Il y en a un qui est plus précieux que l'autre. Il y en a un qui... Au contraire, donner généralement juste dans une cause, dans le cancer, puis après ça, qu'ils répartissent l'argent égal, puis on aurait peut-être moins de misère. Il y aurait peut-être plus de gens qui seraient sauvés par rapport à ça. Moi, je suis pas d'accord à ce que le cancer du sein ou le cancer de la prostate soit plus dangereux. Ben, pas dangereux, mais qu'il soit plus avantageux que d'autres. C'est pour moi, le fait que tu es malade, tu es malade. Tu choisis pas de l'être. Tu choisis pas c'est quoi. Puis le fait que des gens puissent te critiquer quand tu essaies d'ordonner aux gens, là, c'est un peu ridicule, là, en fait. Là, peu importe la sorte de cancer, l'important, c'est
ce qui motive ça, là. Toi, tu essaies juste d'ordonner, en fait, à la communauté, puis à... Puis Dieu sait, s'il savait comment c'est difficile, comment est-ce que c'est dur de faire une levée de fonds, puis d'arriver à avoir... Tu sais, ma dernière que j'ai faite, là, j'ai invité 12 ou 13 artistes à jouer contre les 4 chevaliers dans un parc, tu sais, mais l'organisation de ça, de faire la publicité de ça, de gérer l'horaire de tout le monde, les gens, ils réalisent pas à quel point c'est dur. Puis moi, j'ai simplement répondu, parce que maintenant, je suis un peu plus blindé qu'avant. Avant, ça me touchait, ça me faisait de la peine. Mais maintenant, je leur dis, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Le seul but, la seule cause, la seule chose à faire là-dedans, c'est que les gens se réveillent justement à ce que il y a une levée de fonds pour le cancer, puis on peut partager ça. Ben oui. Puis ta partie de balle pour Procure, tu as réussi à amasser combien? On n'est pas loin du... on n'a pas été avantagé par rapport à la pluie. Puis les frais de base, tu sais, il ne faut pas oublier ça. On avait des frais de base qui étaient quand même assez élevés, mais on a fait pas loin de 7 000 ou 8 000 pour le monde qu'il y avait dans le parc. Puis pour une première, je trouve que c'est quand même assez bien. Très bien. Puis les artistes qui sont venus là, c'est-tu bénévolement, ça? Oui, tout à fait. Ils ont été assez généreux. J'ai eu des Maxime Farago, j'ai eu des Scotty Davis pour Elvis Presley, j'ai eu Bruno Roy, j'ai Bruno Landry, excuse-moi, Stéphane Roy, j'ai eu Ben Jarrod, j'ai eu Julie Saint-Laurent. Je veux pas l'oublier, mais tu sais, je les ai tous. Ça a été tellement plaisant, là. Tellement plaisant. Écoute, tu sais, l'année passée, je n'avais fait un autre au Quai 99, puis j'avais eu la gang d'Unité 9, j'avais eu quelques-uns du District 31 comme Gucci Man, comme, tu sais, j'ai eu Sylvain Beauchamp, c'est lui qui a fait quelques films, là, parce que je veux le dire maintenant, là, mais c'est des films de moteur. Tu sais, j'ai une belle gang, j'ai un beau follow-up, puis les gens de plus en plus, tu sais, la première année, là, je suis parti, j'avais même pas... parce que je faisais des tournois de golf au début, je faisais même pas... je remplissais peut-être 25 foursomes, tu sais. Tandis que là, plus ça a été, plus ça a monté, puis on comble. Tu sais, c'est pour ça que cette année, j'ai changé du restaurant à être dans un parc, parce que je me croisais les doigts à vouloir vraiment... J'aurais aimé ça 1500 à 2000 personnes. Tu sais, je n'ai eu 400. Écoute, le monde se sont levés le matin, ils ont vu la température, ils se sont pas présentés. Puis c'est comprenable. Mais tu sais, quand tu fais un événement extérieur, il faut que tu deals avec ça. Ouais, c'est des imprévus, c'est des circonstances qui arrivent malheureusement. Là. Ben, puis tu sais, je pourrais dire, mais regarde, on va baisser les bras, puis on n'en refera pas. Mais c'est pas vrai que je vais lâcher. Parce que moi, de toute façon, je suis ingrat à travers ça. Je suis vraiment ingrat parce que moi, ça me nourrit tellement. Tu sais, l'amour que je reçois des gens, le monde, les messages qu'ils m'envoient, il y en a à l'hôpital qui m'écrivent et qui me disent, Paul, t'es vraiment notre fort, continue à foncer. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'alimente. Pour toi, c'est pas de quoi qui est dur à faire. En fait, ça t'apporte de quoi de redonner. En fait, ça rapporte à pas mal tout le monde, en fait, là. Quand on se rend compte quand on le fait, quand on redonne, quand on fait une petite action, à quel point ça nous fait du bien aussi, là. C'est pas juste aux autres, là. Ben, quand tu le fais pour les bonnes raisons, ouais. Exact, ouais, c'est vrai. Puis là, en ce moment, ton cancer, c'est quoi? C'est pas, on peut pas appeler ça une rémission, dans le fond, parce que c'est endormi, c'est ça? Oui, exactement. J'ai fait 6 mois de chimio quand même assez intensive. Et puis, j'ai fait 2 ans et demi du Réduxan, ça s'appelle. Le Réduxan est une autre forme de chimio, mais qui est beaucoup plus courte parce que moi, j'acceptais pas du tout la chimio. Au début, ça a été l'enfer. Ils pensaient me perdre. Puis, il a fallu qu'ils réduisent le débit. Là, ça a duré comme une affaire comme de 15 heures ou 17 heures. Okay. Après ça, je passais de 12 heures. Après ça, je passais à 8 heures. Ton corps réagissait mal? Hein? Ah oui. Écoute, à l'hôpital, là, vraiment, là, la première fois, moi-même, je veux dire, j'ai eu peur parce que, tu sais, là, j'avais les infirmières sur moi, puis ils m'ont entouré de couvertes. Puis là, j'étais trempe à la vette. Mon corps avait clashé, comme si on veut. Puis ça n'a pas bien été. Puis après ça, graduellement, mon corps s'est habitué, j'imagine, puis il l'a accepté. Mais le Réduxan est beaucoup plus simple. On peut pas parler de poison qui est injecté dans ton corps en étant plus simple, mais ça prenait juste 4 heures. Fait que j'allais là, puis... OK.
C'était moins négatif, là. Il y avait moins d'effets secondaires. Puis Ben, c'est comme, je crois que la formule, là, je suis pas un expert là-dedans, là, mais c'est la formule pour le garder endormi. Et puis, te donner un peu de temps d'espoir. Puis maintenant, ben, c'est ça. Ils attendent et puis... tu sais pas combien de temps qu'il te reste, là, dans le fond. Non. Est-ce que ça te fait peur, de savoir que ça peut être proche, mais... C'est pas que ça me fait peur, parce qu'on va tous mourir. Tout le monde va passer par là. C'est la seule justice au monde, c'est que le monde, on va décéder. Tu dois plus apprécier chaque journée, par exemple. Moi, j'ai la pédale dans le tapis à 200 000 $, puis je lâcherai pas. Écoute, j'ai tellement beau projet devant moi que je veux toutes les vivre, je veux toutes les faire, puis ça peut laisser un message fort, ça peut laisser... Tu sais, j'ai quelque chose qui s'en vient, là. J'ai une super belle levée de fonds dans quelques mois, parce qu'il faut que je fasse une remise en forme, puis je peux pas en dire trop, mais les gens vont voir que je vais avoir bientôt 50 ans, puis c'est un cadeau que je veux me faire pour mes 50 ans, c'est d'être remis en forme, puis... ben, je vais t'en donner un petit peu, là, juste peut-être donner une couple de coups de poing à quelques adversaires dans une soirée quelconque, et puis pour faire une levée de fonds par rapport à démontrer que justement, malgré l'âge, tu peux le faire, puis 2, malgré la maladie, tu peux le faire. Fait que je veux que ce message-là soit entendu, puis que ça soit assez puissant, assez fort. Fait que c'est de quoi qui va pouvoir autant t'apporter à toi qu'aux autres, ça, là? Parce que de devoir te remettre en forme puis de voir que tu n'abandonnes pas, en fait, c'est parce que là, c'est un bon message. J'en ai quelques livres à perdre. Là, mais c'est ça, tu as le chandail thématique. Là, tu disais au gars tantôt que il est tight, mais au moins on a la pub pour thématique. On est dans les studios thématiques en ce moment. Il va être moins élargi. Ça va être un plus petit studio. Ben oui, tu peux te dire justement que ta remise en forme va faire que dans pas long, il va être lousse. Là. Exact. Ouais. Ben, tu sais, honnêtement, c'est que je pense que ça va être un des beaux messages qui va être entendu, qui va être fort pour les gens, puis donner de l'espoir également. Parce que, tu sais, que ça soit que je fasse de la télé ou que je fasse des petits rôles, mais pour moi, c'est toutes des choses que j'aurais pas goûté sans la maladie. Tu sais, c'est des choses que j'ai voulu faire pour laisser au début un message à mes enfants, et après ça, ben, j'ai pris goût. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, c'était pas de quoi vers quoi tu te dirigeais, en fait, les rôles? C'est plus suite à la maladie. Est-ce que le fait de voir peut-être une finalité, là, t'as moins d'hésitation, tu te mets moins de limites? Ben, définitivement, je me mets moins de limites, mais également, c'est que j'ai peut-être démontré un côté beaucoup plus humain et je suis revenu sur le bon chemin, contrairement à ce que j'étais, puis que la vision de certains gens, certaines personnes avaient de moi, sans même souvent vraiment me connaître. Mais tu sais, il y a des choses certaines que j'ai faites dans ma vie qui n'ont pas été... il n'y avait rien à célébrer là et à être fier, sauf que pour moi, de toucher l'autre côté, puis vraiment le côté humain d'une personne, puis d'en devenir un, ben, pour moi, ça valait la peine parce que sur certains points, je dirais pas tous les points, c'est pas vrai, mais sur certains points, chaque être humain a le droit de se reprendre dans la vie. Mm-hmm. C'est drôle ce que tu dis, ça me donne l'impression que tu es plus en relation avec ce que tu es personnellement, là, que tu t'es plus découvert depuis les dernières années. Ah, ben, c'est ce que tu veux faire, puis ce que tu es en tant que personne. Là. Ben, quand ça t'arrive, honnêtement, tu vas au fond de toi. Ouais. Tu vas vraiment au fond de toi. T'es pas légume, là, mais le temps qui te traite, qui te soigne, t'es confiné à ton lit. Là, puis la seule chose que tu peux voir, c'est ton chose cardiaque, ton solité. T'as le temps de penser, là. Ouais. T'as le temps de réfléchir. Puis, tu sais, pour revenir à ta question de tantôt, d'avoir peur, tu sais, avoir peur, là, c'est très relatif. Hein. Moi, je veux dire, dans la vie que j'ai menée, tu sais, on a essayé de me tuer à 2 reprises, une 3e fois, mais ça a été manqué. Mais, tu sais, dans ce temps-là, c'était mon choix de vie. Puis, je pourrais te dire que j'avais pas peur. Mais là, présentement, que c'est pas en contrôle, et la date est comme prédéterminée, mais sans mon accord. Ça, je suis pas d'accord. Sans que tu le saches aussi. Ça, là, exactement. Ça fait mal. Puis ça te fait revenir sur Terre. C'est pas un risque que tu prends. Là. C'est la vie qui décide de te l'enlever. Mm-hmm.
Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Ouais, c'est clair. Mais merci de partager ça. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis j'avais une question qui m'a un peu échappé en fil de... Ah oui, tu as parlé un peu d'acting. Le fait que tu fasses des petits rôles comme ça, est-ce que tu as suivi une certaine formation ou c'est vraiment... t'apprends vraiment en le faisant, là? J'apprends en le faisant, oui, effectivement. Puis les gens sont tellement généreux, tu sais, ils te laissent la place, puis je veux dire, ils te coachent, puis c'est le fun, c'est vraiment plaisant. Ça a été quoi ton premier rôle que tu as eu? Et le premier, je pense que c'était dans La Bolduc. OK. La Bolduc. Après ça, avec Madame Debbie Lynch-White, là, elle est tellement fine. Après ça, j'ai fait Paul à Québec. Puis Paul à Québec, tu sais, parallèlement, je sais pas si tu as vu le film, mais... Non, j'ai pas vu. Il est atteint d'un cancer incurable. Okay. Fait que je pourrais te dire que ça m'a assez ébranlé. Là, de voir les rôles puis ce que c'était, ça me donnait un petit clash. Mais c'était comme ça, puis il fallait que je le fasse. Puis c'est correct. Après ça, ben, regarde, là, j'ai eu dans Bad Blood, j'ai eu dans... Tu sais, il y en a eu pas mal plusieurs, des belles petites apparitions. Là, je vais faire avec Luc Picard, Galant. C'est officiel, là, je vais faire le bras droit à Mom. Fait que ça, un film, ça? Oui. OK. Oui. C'est prévu quand, ça? Ça, je commence la semaine prochaine à tourner. OK. En tournage. Fait que quand même assez occupé là, à travers les levées de fonds, le podcast, les galas. Je pense que tu te promènes aussi dans les galas de boxe pas mal. Oui, ben je les couvre toutes, évidemment, pour me tenir à l'affût puis savoir ce qui arrive. Et puis, j'ai mon autre poste de radio aussi à CNFM que je fais le mercredi soir. Donc, on parle de boxe également. Fait que, je veux dire, oui, j'essaie de... Ben, tu sais, je veux dire, honnêtement, là, comparativement à avant, que je faisais des choses payantes, là, j'aimerais ça qu'à un moment donné, tu sais, au moins juste le parking soit payé, parce que là, il n'y a rien qui l'est, là. OK. Mais c'est pas grave, tu regardes. Au moins, je fais ce que j'aime. Ouais, ça fait quand même une grosse différence là, quand tu t'en vas, quand tu vas faire de quoi que t'aimes puis qui te fait triper, là, ça met un peu de côté le monétaire, mais c'est vrai comme moi je disais, je pense à toi ou Martin tantôt, là, au niveau du podcast, là, moi je te comprends parce que le podcast c'est pas payant, je sais pas pour toi, là, mais... c'est pas ça qui paye les factures à la fin du mois. C'est ça, exact. Fait que, ben écoute, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mes questions. J'avais une dernière question un peu thématique podcast, thématique plein potentiel. Ma question, c'était la suivante. Est-ce que tu dirais que tu as atteint ton plein potentiel durant ta carrière? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour l'atteindre? Ben, simplement, ceux qui me connaissent le savent, simplement avoir été sérieux. J'ai jamais pris ma carrière au sérieux. Je me suis tout le temps pris, moi, au-dessus de ma carrière, dans le sens d'avoir une tête de pas sérieux, puis de réaliser que quand, justement, la première cloche sonnait, que j'embarquais dans l'arène, j'avais pas fait toutes les choses nécessaires pour gagner. Puis là, c'est certain que la crainte m'envahissait. Puis je savais que j'avais pas d'affaires là. Des fois, ça réussissait pareil à passer. D'autres fois, ça l'a pas fait. Et puis, du moment où j'ai compris ça, après, j'ai eu la chance de pouvoir mettre les liens avec quelques champions du monde à Détroit. Puis après ça, à Jersey. J'ai au moins eu cette fierté-là de les avoir côtoyés un peu. Puis, mais en tant que tel, qu'est-ce que j'aurais pu devenir? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je peux te dire que personne ne le sait, autre que personne ne le saura non plus, parce que ça s'est pas produit. Mais c'est ça, sachant quand même que tu as eu une belle carrière, que tu as rencontré plein d'excellents boxeurs, d'excellents entraîneurs, ça aurait pu aller quand même très loin, là, sachant que tu t'entraînais avec peut-être un peu moins de sérieux. Tu as quand même... malgré tout ça, tu as eu une belle carrière, là. Ah, ben j'ai eu. J'imagine que ça aurait pu aller très haut. Peut-être pas une belle carrière, mais j'ai eu des belles rencontres, puis j'ai eu des belles occasions. Pour que les entraîneurs me prennent quand même assez au sérieux pour me permettre de s'entraîner avec leurs boxeurs pour un championnat ou pour. Tu sais, quand même là, j'avais la reconnaissance. Fait qu'ils savaient que dans le gymnase, je n'étais pas faire la job, mais de sortir du gymnase pour aller faire un combat, ils savaient probablement que entre les deux,
ça marchera pas, là, j'étais pas assez sérieux. Fait que au moins, tu sais, puis ça, c'est une autre chose, c'est ce qui fait partie d'un peu de moi, tu sais, c'est qu'au gymnase, là, n'importe qui, n'importe quand, j'avais pas de crainte, tandis que justement, par rapport au fait du manque de sérieux, au manque d'entraînement, arriver dans l'arène, c'était pas la même game. Mm-hmm. Ouais, le long laps de préparation, là, un peu, là, tout le long processus de se préparer pour un combat, là, un peu comme tu parlais tantôt que sur le site, tu avais une job qui payait plus, fait que c'est ça. Ben, merci d'avoir été là, merci d'avoir été sur le show, très content d'avoir pu jaser avec toi, puis ben, rapidement, où les gens peuvent te retrouver, toi ou le podcast et tes différents projets, là, réseaux sociaux ou whatever? Ouais, les réseaux sociaux, Facebook, je réponds à tout le monde un par un. J'ai le podcast qu'ils peuvent suivre, puis je réponds là-dessus aussi. Pas de gants blancs sur Facebook. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Oui, Instagram, ouais. Spotify, Twitter. OK, ouais. Cool. Fait que, ben merci d'avoir été là. Hey, merci à toi de l'invitation, puis n'oubliez pas une chose, accrochez-vous, parce que demain n'est rien de garanti. Profitez de chaque instant. Vraiment, super. J'aime tes messages optimistes, c'est vraiment le fun. Ben regarde, moi j'aime dire que tous ensemble nous vaincrons, parce que quand on fait une unité, que ça soit de l'amour, moi dans mes plus durs moments à l'hôpital, ce que j'ai reçu, c'est du temps et de l'amour de mes amis. Et puis c'est ça qui m'a fait perdurer. Ouais, c'est ça qui nous pousse à continuer. Là. Ouais. Merci. Là. Plaisir.